faut peut-être commencer par se présenter. Pauline, qui es-tu? Question psychologique. Question très vaste, hein. Du coup, moi je m'appelle Pauline, je suis en études de cinéma. On habite dans le sud de la France. C'est pas mal. Il y a quoi? Il y a le soleil, il y a des nanas. Et à la mer. Et quel âge as-tu? J'ai 18 ans. J'ai l'impression d'être en entretien d'embauche, mais j'aime beaucoup. Et toi? Moi je m'appelle Alice, j'ai 18 ans aussi. J'ai fini ma L1 de lettres, mais l'année prochaine je vais rejoindre Pauline dans sa licence, parce que du coup je vais faire une double licence. Enfin en fait je fais 2 licences en même temps, je vais faire cinéma du coup et lettres modernes en parallèle. Et on s'est rencontrés il y a 4 ans. Et oui. Au lycée, voilà. On est entré en seconde. Et ça a matché de suite, hein. Coup de foudre. Coup de foudre amical. Cerise sur le ghetto. Ouais, cerise sur le ghetto. Alors en fait notre objectif dans ce podcast c'est déjà d'où le nom, d'aborder soit voilà, des cinémas, des livres, des faits de société en fait, ou en tout cas des choses culturelles d'une perspective LGBT assez woke. Mais pas forcément, on peut aussi parler d'autres choses. Mais il y a toujours quand même un aspect culturel en tout cas. Parce que c'est aussi ça qui nous plaît, c'est aussi de ça qu'on parle genre, quand on est toutes les deux aussi. Donc. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait souvent des conversations très analytiques. Et on s'est dit que ce serait bien de mettre tout ça en forme. Parce que si on en parle, d'autres gens doivent en parler. Ce premier épisode, on l'a appelé Les Amours d'Anaïs, un Call Me By Your Name français et sain. Point d'interrogation, parce que c'est ce qu'on va développer dans cet épisode aussi. Sachant que Les Amours d'Alice, moi je connaissais pas du tout, c'est Alice qui m'a un peu motivée à ça. Elle m'a dit Pauline, regarde, vraiment, il est vraiment trop bien. Et c'est vrai quand je l'ai vu, je suis un peu tombée amoureuse. Il est directement tombé dans mon top 4 Letterboxd, juste après l'avoir vu. Mais je trouve que c'est, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment le genre de film où tu regardes, tu peux pas ne pas aimer parce que il est vraiment... il apporte de la bonne humeur en fait. C'est une histoire d'amour assez particulière mais qui apporte vraiment pas de tristesse et c'est toujours quelque chose qui est dans la joie. Il y a un rythme aussi qui est très, très vif. On a envie de croire à cette histoire d'amour et de l'aimer en fait. Moi je l'ai vu 3 fois déjà. La première fois que je l'ai vu c'était en septembre de l'année dernière, à la fin de l'été, début de rentrée, donc on entrait à la fac et j'étais dans mon appart et j'ai regardé ce film et j'ai été bouleversée. J'ai beaucoup pleuré, mais c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire que c'est pas triste, mais j'ai pleuré devant la beauté de ce film en fait. Et... Ouais, c'est des pleurs de joie, un peu de... En fait c'est émouvant et je trouve qu'il y a une grande délicatesse et une grande sensibilité dans ce film. Je trouve que le film est aussi porté par Anaïs Desmoustiers, que ce soit dans son personnage, même dans sa façon de jouer. Parce que vu qu'elle joue un personnage qui est quand même relativement énergique, ça porte le film. En fait, juste on la suit, on suit sa vie, on suit ses amours du coup. Ouais. Du coup, Les Amours d'Anaïs, c'est un film qui a été réalisé par Charline Bourgeois-Taquet, qui va sortir un nouveau film là, qui est en sélection officielle à Cannes, La vie d'une femme, qu'on va voir avec Pauline en avant-première, parce que décidément on ne pouvait pas attendre la sortie du film en septembre. Il était en 2021 du coup à Cannes pendant la semaine de la critique. Et il y a un très beau cast avec du coup dans le rôle principal, on l'a dit, Anaïs Desmoustiers qui est vraiment vibrante, Denis Podalides aussi et Valéria Bruni-Tedeschi qui je trouve dans son rôle de femme assez qui a déjà quand même vécu plus de choses qu'Anaïs, ça contrebalance vachement avec le rythme qu'apporte Anaïs et du coup le combo des deux, je pense que c'est ça aussi qui donne la délicatesse et la beauté au film. Ouais, c'est parce qu'il y a un équilibre. Ouais, t'as l'énergie de la jeunesse et en même temps elle rencontre quelqu'un qui a quand même beaucoup plus d'expérience qu'elle, vu qu'elle a quand même 20 ans de plus, il me semble. Ouais. Et ouais, ça match bien, c'est vraiment un bon combo, je trouve. Même les actrices, elles matchent bien dans leur jeu et tout. Et du coup, l'histoire, en fait, c'est moins sur les amours d'Anaïs, je dirais que plutôt sur la personnalité d'Anaïs, en fait, la personne d'Anaïs. Ça s'appelle Ses amours parce que c'est pas tant ses amours, ses relations amoureuses, mais c'est aussi, je trouve, un personnage qui aime la vie. En tout cas, elle vit sa vie à 200%, et c'est le cas de le dire. Tout le long du film, elle est mais d'une énergie pas possible. Et d'ailleurs la scène d'ouverture, c'est elle qui court à toute vitesse dans Paris. J'aime beaucoup cette scène, qui trimballe son vélo, qui est en retard. Ça me semble un peu résumer le caractère d'Anaïs, quoi. Toujours à poursuivre quelque chose. Ouais, voilà. Et ouais, non, du coup, quelqu'un qui poursuit, qui aime la vie, et du coup, c'est pas tant sur ses amours
ses relations, même si on voit qu'elle a quand même plusieurs relations durant le film. Mais c'est aussi vraiment sur sa vie et comment elle entreprend ses relations, son travail, son petit monde. En fait, vraiment, je pense que Anaïs, c'est un personnage qui a un monde autour d'elle et qui est tellement à l'ouest qu'elle fait un bon personnage principal parce qu'elle se démarque beaucoup sur ça. Ouais, voilà, en fait, elle a vraiment une grosse singularité, quoi. Et enfin, je remarque qu'en fait, quand un personnage est assez fort et assez bien écrit, en fait, c'est quand j'ai l'impression qu'il vit au-delà du film, quoi. Qu'il a une vie vraiment qui lui appartient au-delà du cinéma. C'est un long métrage, mais il fait 1h30, ce qui est... Aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire des films de 2 heures. Et en fait, la première demi-heure est vraiment... Il n'y a pas d'amour d'Anaïs, c'est juste Anaïs, sa vie, sa relation avec sa mère. Je trouve que c'est nécessaire aussi, ça, pour apprendre le personnage. Parce que tu commences à le connaître, alors que si on rentre directement dans le prisme de l'amour, on connaît le personnage que à travers ce chemin-là. Là, on apprend à la connaître, on apprend un petit peu qui elle est et on s'attache aussi à ça. Je trouve que c'est bien de s'attacher au personnage pour après l'avoir. On pourrait dire un petit peu que c'est du female gaze parce que dans tous les films d'amour, toutes les histoires d'amour, c'est comment la femme, la protagoniste est vue à travers le prisme de l'amour et à travers le prisme des relations qu'elle va avoir. Voilà. Et là, au début, elle existe seule, sans intermédiaire. Et puis elle se fait jamais bouffer par sa relation, je trouve. Ce qui peut arriver dans d'autres films où vraiment c'est l'histoire principale. Là, c'est elle qui dirige un peu tout, de par son caractère aussi. Et c'est ça qui est bien, qui change. Et du coup, l'intrigue du film, c'est que en fait, toute sa vie à Anaïs va un peu basculer quand elle rencontre Daniel, qui est un éditeur de 20 ans de son aîné, à une fête avec des amis communs. Et elle va s'éprendre ensuite, assez étonnamment, de la femme de Daniel. Donc il y a une espèce de triangle amoureux qui est d'ailleurs nourri par des références littéraires, puisqu'à un moment, Anaïs parle à sa mère du ravissement de Lodweinstein, de Duras, qui est aussi un grand livre sur la triangulation, le triangle amoureux. Et donc j'aime bien un peu cette mise en abîme aussi, qui est nourrie par des références extérieures. Ce qui nous fait penser en fait à Call Me By Your Name et à faire le lien. C'est déjà que c'est un amour d'été. Je pense que l'intérêt de le mettre dans la période d'été, c'est que justement ça permet de prendre... c'est un peu le truc amourette de vacances, un moment un peu hors du temps. D'ailleurs c'est ce qu'à un moment le personnage du coup d'Emily, la femme que Anaïs aime, elle dit que leur histoire ça appartient à un moment hors du temps. Et je trouve que ça résume bien ça, en fait, l'idée un peu que ça pourrait tout à fait être une histoire sans lendemain et du coup qui rend l'histoire encore plus importante en fait. Oui, parce qu'au final c'est ce qui se passe aussi dans Call Me By Your Name quand Oliver rentre chez lui et qu'au final il rentre et quand on apprend un petit peu ce qu'il a fait des années après, il s'est marié, il a un peu remis du cadre dans sa vie et il s'est éloigné de cette parenthèse-là d'été qui était juste une parenthèse de bonheur et de... Ouais, parce que la fin de l'été c'est toujours déprimant, mais quand on couple ça à la fin d'une histoire d'amour... Compliqué. C'est aussi donc les deux films sont des histoires avec déjà un amour LGBT et aussi plus âgé en fait. Dans les deux il y a un écart d'âge qui est moins important quand même dans Call Me By Your Name. Elio a 17 ans et Oliver en a 27, alors que dans Les Amants d'Anaïs, Anaïs est dans son début de trentaine et Emily en a 56. Mais je trouve que même si la différence d'âge elle est moins importante, elle peut être perçue comme plus importante parce que du coup Elio il est en train de se construire en fait. Ouais. Et c'est un peu aussi cette romance-là, cette parenthèse d'été qui le construit parce qu'il rencontre quelqu'un qui est déjà beaucoup plus à l'aise dans sa vie, qui a eu déjà beaucoup plus d'expérience. Alors que Anaïs, quand elle rencontre Emily, elle a 30 ans, elle a fait ses expériences, elle a l'âge d'Oliver en fait. Ouais, donc forcément elle a beaucoup plus de maturité et donc l'écart d'âge se voit moins en fait. Ouais. Je pense. Et la dernière chose qui nous a fait mettre en lien ces deux films, c'est aussi c'est c'est une scène en particulier, mais je pense qu'on peut tous voir la fameuse scène de danse dans Call Me By Your Name où il danse sur Love My Way des Psychedelic Furs et il a son petit polo bleu rayé blanc et cette fête est très spéciale et c'est vraiment un moment comme ça, une des scènes vraiment emblématiques du film. Et dans Les Amants d'Anaïs, il y a aussi une scène comme ça de danse, où elle danse sur Betty Davis Eyes. Les deux chansons années 80, mais c'est aussi une scène de danse qui n'est pas juste une scène de danse parce que... Ça marque vraiment la relation et
comment ils se perçoivent les uns les autres. Parce que dans la scène de danse, dans Les Amours d'Anaïs, je trouve... Parce que du coup, dans cette scène-là, Émilie va chercher Anaïs et il y a une sorte de fusion. Alors que dans celle d'Elio, il danse vraiment à l'écart parce que Oliver il danse vraiment avec une autre fille et on voit même au début Elio il est sur une chaise et il est vraiment passif de la situation, il regarde et juste il est triste et il va pas chercher son amant. Du coup ça marque aussi, enfin c'est vraiment je trouve un bon marqueur de la relation et de comment elle va évoluer et du rapport de force qu'il y a entre les deux, de la façon dont ils se perçoivent en fait. Pourquoi est-ce qu'on pense que en fait, c'est un amour sain, Les Amours d'Anaïs, à côté de Call Me By Your Name Call Me By Your Name, je trouve que c'est trop souvent idéalisé, c'est-à-dire vraiment... les gens en fait retiennent plus l'atmosphère et l'esthétique de Call Me By Your Name que l'enjeu réel en fait de la situation, qui est vraiment une situation complètement inégale. Et qui fait beaucoup de mal à Elio parce qu'il est encore très jeune et que du coup l'écartage est beaucoup plus important à cette période-là et que forcément ça se finit mal. Le fond qui est compliqué pour Elio et du coup de cette un peu dépendance à Oliver, elle est masquée parce que l'atmosphère d'été rend le truc vraiment merveilleux et que c'est pas grave, et magique un peu. Ouais, voilà. L'été, c'est pas grave, c'est ça. Alors le premier point qu'on veut aborder, c'est que c'est par rapport en fait au désir du personnage principal. Dis la phrase parce que je trouve elle est tellement bien choisie. Anaïs est guidée par son désir alors que Elio le subit. Très très bonne phrase, j'aime beaucoup. Je suis un peu fière. En fait, Anaïs, elle est vraiment en contrôle et c'est un personnage qui sait ce qu'elle veut et elle fait tout pour l'obtenir en fait. Et Anaïs, au moment même où elle voit des photos d'Émilie, elle sait vers quoi elle va, c'est-à-dire que une photo de dos en plus. Une photo de dos. Donc vraiment, elle sait vers quoi elle va, elle est vraiment consciente de son truc, elle a un but précis, elle veut juste l'atteindre. Et donc elle va chercher Émilie, elle va même la voir du coup pendant un séminaire. Ouais, elle fait un colloque, en fait Émilie est écrivaine, et elle fait un colloque à Kerduel, donc en Bretagne, et c'est tourné à Paris, enfin elle vit à Paris du coup. Donc elle va, en plus Anaïs elle a des contraintes avec son directeur de thèse, machin, elle est un peu fauchée, donc elle a vraiment besoin de travailler. Et elle plaque tout au dernier moment pour aller la rejoindre en fait à ce colloque dans un château au milieu de la Bretagne. Alors que justement, Elio, il subit dans le sens où il ne choisit pas que Oliver vienne. Et c'est Oliver qui vient pour le travail, pour travailler avec son père. Mais ça lui tombe un peu dessus. C'est pas lui qui va chercher cet amour-là. Et il le subit aussi parce qu'il y a un rapport de... En fait, c'est que c'est un jeune qui a pas forcément confiance en lui. Et du coup, ça lui tombe dessus. Forcément, il sait pas trop comment agir et il s'éprend pour Oliver, et il est un peu je crois que c'est un peu la première fois que ça lui arrive forcément. En fait le problème c'est que c'est aussi son premier amour. Voilà, c'est ça, alors que Anaïs non. Anaïs c'est avec une femme en fait. Ouais. En fait au début elle est avec Raoul, mais on comprend que ils sont plus ensemble quoi. Elle a vécu avec lui, etc. Donc il y a aussi moins l'aspect nouveauté, chagrin de la fin d'un premier amour quoi. Et puis je trouve vraiment l'opposition des personnages qui n'ont rien à voir, de quelqu'un qui est vraiment super consciente et l'autre qui est un peu, pas perdu dans sa vie, mais je dirais qu'il est là pour passer l'été, il écrit de la musique, il fait de la musique et c'est tout quoi. Il est pas vraiment rentré dans la vie active en fait. Est-ce que tu arrives à imaginer les personnages de Call Me By Your Name dans la vie active? Pas vraiment. Donc en fait justement par rapport à ce désir, et aussi on a dit sur l'écartage, c'est que Elio, il est complètement sous influence en fait parce que il a aussi une admiration un peu pour Oliver, une admiration aussi qui passe par un peu le sens des détails. Et oui. Mais il y a une scène où donc Elio va aller sentir les fringues d'Oliver, si je dis pas de bêtises. Et cette scène, on la retrouve aussi donc, dans Les Amours d'Anaïs, quand juste après qu'Anaïs ait vu cette photo de Émilie, où en fait elle rentre un peu dans son intimité parce qu'elle est dans la maison de son mari du coup, et elle va un peu voir toutes ses affaires, elle sent ses fringues aussi, et je trouve que ça marque vraiment ce truc d'obsession. Elle regarde, elle sent sa crème. Ah voilà. Et elle regarde sa robe, d'ailleurs qui est la robe que Émilie va porter pendant la scène de danse. Et ça marque vraiment ce truc d'obsession de... Même quand la personne n'est pas là, genre t'as besoin d'avoir ses fringues, d'avoir son odeur, de voir un peu ses habitudes, de rentrer d'une certaine manière dans son intimité. Et on voit que les deux, il y en a une où c'est un peu voulu. J'ai l'impression qu'Anaïs c'est voulu parce qu'elle va le chercher. Elio, lui, juste
c'est hors de son contrôle, c'est un amour qui est tellement plus grand que lui qu'il voilà, sait pas quoi en faire. Mais il se fait manger par son amour, alors qu'Anaïs mange non, pas ça. Il mange la pêche aussi. Et en fait, cette obsession, c'est que justement, elle est ressentie très différemment par Anaïs que par Elio, en fait, parce que Anaïs, elle a une grande lucidité sur en fait l'écart d'âge. Elle le sait très bien. Puisque du coup, au départ, sa première conquête, c'est Daniel, donc le mari d'Émilie. J'espère que vous suivez. En fait, justement, elle en joue beaucoup de ça. Elle est tout à fait lucide. D'ailleurs, à un moment, elle sous-loue son appartement à des Coréens, je crois. Et bref, et elle parle en français, donc ils comprennent rien. Et elle dit, oui, je sais pas ce que je fais. Je me suis foutue avec un mec quel âge de mon père. En fait, c'est pas forcément un problème pour les deux, l'âge. Oui, il en fait quelque chose un peu de... Elle a beaucoup d'autodérision sur le sujet, alors que Oliver, au contraire, c'est ce qui va nourrir cette emprise, et il s'en rend pas compte. Il a l'impression en fait d'être sur un pied d'égalité, alors que dès le début, il subit en fait et il est passif. Mais est-ce que il a vraiment, Elio, l'impression d'être sur un pied d'égalité? Ouais, si. En fait, c'est ce que j'imagine aussi, parce que à cet âge-là, notre âge, si t'as l'impression qu'il y a une réciprocité derrière. Tu dis qu'en fait tout est gagné. Mais il y en a que si vous êtes ensemble, c'est bon, quoi, qu'il n'y a plus d'enjeux, que les enjeux sont surmontés. Parce que toi, tu penses que Oliver, il était pas amoureux de... Ouais. Si, mais lui, c'est vraiment amourette de vacances. Oui, parce qu'il a déjà vécu ça. Alors que pour Elio, il y a tout qui se joue en fait avec cette relation. C'est vrai. Enfin, ce qui se joue, c'est un peu aussi ça. Comment dire? Rapport à lui-même, enfin, vu qu'il est jeune, sa construction, ouais. C'est ça que je veux dire, sa construction, exactement. Est-ce que tu dirais que c'est un coming of age? Je ne fais pas du tout. Call Me By Your Name, coming of age, et Anaïs, coming out. J'aime beaucoup. Call Me By Your Name, c'est vraiment, il y a un rapport de force, c'est inégal, et c'est ça qui fait le côté malsain et de la relation qu'on oublie trop souvent. On est là, tout le monde poste des edits avec les sons. Allez. Et en fait, ils oublient que Oliver est j'irai pas jusqu'à dire que c'est un prédateur. Mais il en joue de ça, d'être au-dessus en fait. Vraiment. Parce que du coup, il fait des allers-retours dans la vie d'Elio. Des fois, il est là, des fois, il est pas là. Et au final, on a un Elio qui attend et qui juste... Enfin, en fait, on dirait qu'il veut pas forcément s'imposer dans la relation. Enfin, je sais pas, moi, je vois ça comme ça, qu'il a un peu pas envie de déranger ce truc qui est déjà fait, en fait. C'est déjà calé que Oliver guide, Elio, il suit. Et du coup, forcément, ils vont jamais aller à l'encontre de cette règle-là. Et forcément que du coup Elio est dans le mal après ça. Call Me By Your Name, vu son énorme succès, on part du principe que tout le monde l'a déjà vu, ou en tout cas sait que ça se termine mal, alors que Les Amants d'Anaïs peut-être est moins connu, donc on va pas faire de spoil. Mais je dirais juste la dernière réplique du film qui est dite par Anaïs à Émilie. Elle lui dit « Je suis pas d'accord ». Et pour moi, vraiment, tout notre propos réside dans cette réplique, c'est-à-dire que Anaïs, elle ne laisse pas, elle s'approprie cette histoire et tous les enjeux que ça peut avoir, donc l'âge, aussi le fait que ce soit il y a tout le triangle amoureux en fait, voilà, qui est assez étrange quand même, qu'elle va séduire la femme de son... Séduire la femme de son amant. Ouais, c'est ça, la femme de son amant quand même, c'est assez bizarre. Et elle s'approprie cette histoire et même quand elle, au moment où elle pourrait en fait lui filer entre les doigts, quoi, elle la rattrape et elle laisse pas cette histoire s'échapper. Elle dit je suis pas d'accord et elle s'affirme et elle s'impose dans cette relation, contrairement à Elio, quoi. C'est vrai qu'à la fin, dans la scène du bus, Elio il va pas du tout chercher Oliver, enfin juste il attend et après il appelle sa mère pour viens me chercher, ça va pas. Mais en aucun cas il va chercher Elio, parce que je sais pas si c'est par peur ou si au final c'est qu'il a compris qu'en fait il pouvait pas forcément agir sur cette situation. Au final, la dernière scène, en fait, c'est une scène assez triste parce que donc on voit Elio qui pleure devant la cheminée. Et encore une fois, ça marque ce truc qu'il n'a pas su avoir et qu'Anaïs a su avoir, c'est d'être déterminé dans sa relation et du coup de ne pas se laisser envahir par son désir et d'être là. En même temps, je trouve qu'on peut pas forcément lui en vouloir à Elio parce qu'il est jeune et que littéralement on a le même âge en fait. Du coup, moi je sais que là, je sortirai pas avec quelqu'un de 27 ans, mais si jamais, je peux pas dire que j'agirais comme Anaïs. Je trouve que aussi
au-delà de la différence d'âge et tout, il y a aussi la personnalité des deux personnages. Enfin, je veux dire la personnalité des deux caractères. Le caractère des deux personnages. Qui est totalement différente. Et c'est juste sa façon d'être. Et on ne peut pas forcément lui en vouloir des... Enfin, c'est un personnage qui est hyper timide en soi. Dans les trucs, on le voit. Bah, lui, il est pas très expressif. Il a laissé solitaire. Alors que Anaïs, on a une image hyper fougueuse. Hyper vivante et tout. Ouais, voilà. Et vraiment, elle se pose jamais. Elle fait 40 trucs à la fois. Elle fait les choses. Elle fait ce dont elle a envie. Et même si, en fait, elle s'en fiche des impératifs. Juste elle suit son cœur. Et je trouve ça hyper beau parce qu'il y a, en fait, il y a une sorte de naïveté dans son personnage. Mais en même temps, je trouve que c'est une naïveté qui est pas... qui est plutôt saine en fait. Bah, ça, qui est plutôt saine, qui lui permet justement de pas se laisser envahir par sa tristesse. Moi j'aime bien la réplique, je trouve ça montre trop bien qu'elle vit sa vie sans un peu à 1000 à l'heure. C'est qu'elle va pour se faire opérer, je sais même plus. Oui, et elle passe pour se faire avorter. Ah voilà, c'est ça. Et elle a quelqu'un au téléphone, elle rentre dans l'hôpital, elle fait bon, je reviens, je vais me faire opérer, je te rappelle juste après. Enfin, je sais pas, ça montre vraiment ce truc-là. Je pense que tu devrais l'imiter. Ok, donc Alice vient de me sortir un papier avec la tirade mon marque-page. de fin, son marque-page, qui est la tirade de fin des Amours d'Anaïs. Des Amours d'Anaïs, voilà. Et je pense qu'il faudrait faire une lecture imitation. C'est trop bien en plus. Je voudrais moi aussi donner quelque chose, Anaïs. T'as vraiment un truc, tu imites trop bien Valéria Mastroianni. Meuf, j'ai dit de la même. Quoi ? J'ai dit Valéria Mastroianni, mais c'est pas le film qu'on avait vu, c'est pas la même personne. Tu veux quelque chose. Tu te donnes les moyens de l'obtenir. Tu es capable de te déplacer de montagne. Il faut que tu te sers de ça. Et je trouve qu'elle a vraiment une voix... Toi et moi, on aura vécu un moment ardent, vibrant, sincère. C'est beau, c'est précieux. Tu as raison de prendre... Tu as raison de prendre l'amour au sérieux, mais ne lui donne pas toute la place. Ne te perds pas, ne t'oublie pas. Si tu dois écrire, mais en tout cas, fais quelque chose de ce que tu vis, avec ce que tu vis, avec ce que tu es. Fais quelque chose. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon interprétation. Fière de toi, franchement, félicitations. Voilà, on se demande pourquoi j'ai pas fait les cours Florent. On se demande. On ne dira pas plus. On se demande. Est-ce qu'on peut faire juste, si vous voulez, une parenthèse sur la voix de Valéria Bruni? Et justement, en fait, j'ai lu donc une interview de Charline Bourgeois-Taquet où on lui demandait, c'était le journaliste qui lui disait, c'était dans le dossier de presse en fait, il lui disait on n'a jamais vu Valéria Bruni-Zelensky comme ça. Et c'est vrai qu'elle est très séduisante, mystérieuse, et je trouve qu'en fait le casting est tellement bien fait. Parce que en fait Charline Bourgeois-Taquet disait que ça pouvait être que Denis Podalides, qu'elle n'envisageait que lui pour faire le rôle de Daniel en fait. Et en fait elle avait choisi d'ailleurs en fait le fait que du coup le personnage d'Anaïs soit joué par Anaïs de Moustier. Et en fait c'était pas prémédité en fait parce qu'elle voulait un prénom qui soit pas codifié, qui relève de rien, en fait, qui soit assez commun, qui relève d'aucune classe, d'aucune détermination. Elle avait pensé à plusieurs prénoms comme ça, un petit peu communs, donc dont Anaïs. Puis après, donc elle a cast Anaïs de Moustier. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle disait, elle, que ça lui faisait bizarre quand même d'entendre son prénom sur le set, etc. Donc je pense que c'était une expérience assez étrange. Mais on vous encourage donc à aller voir Les Amours d'Anaïs qui est disponible sur la plateforme Sooner. C'est une plateforme française. Et si vous êtes des rats comme moi, vous avez et que vous êtes étudiant, vous avez un mois pour 1 euro. Donc pour 1 euro, vous pouvez regarder ce film et d'autres aussi qui sont sympas sur cette plateforme. Sinon, sur d'autres sites de streaming, pas forcément légaux, mais on ne vous encourage pas non plus. Mais tous les moyens sont bons pour aller voir ce film, honnêtement, donc foncez. Ouais, sinon dans les médiathèques. Dans les médiathèques, tout à fait, les DVD, etc. Profitez des offres de votre... des offres culturelles de votre vie et de votre ville. Des offres gratuites, ça c'est toujours un bon plan. Et comme By Your Name, je crois qu'ils l'ont mis sur France TV. Il me semble qu'il est sur France TV, mais je crois que c'est soit pour l'été, soit pour le mois des fiertés, je sais plus. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode. On espère que ça vous a plu. Et donnez-nous votre avis. Savoir si au niveau de la prise de son, ça va, au niveau de l'image. On essaiera de s'améliorer en conséquence. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bisous. Bisous.